Bonjour les quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième vidéo afin de poursuivre le chapitre 6 d'Histoire sur l'évolution politique de la France de 1815 à 1870 et aborder la deuxième partie de cette leçon qui porte sur la Deuxième République mise en place en 1848 et qui va durer 4 ans jusqu'à sa disparition en 1852. Avant d'aborder cette deuxième partie sur la Deuxième République, quelques éléments de contexte pour vous rafraîchir la mémoire. Notre chapitre, si vous vous souvenez, commence en 1815. En 1815, la France est dirigée par Napoléon Ier, le Premier Empire est installé depuis 1804 et la France est en guerre contre une coalition européenne qui réunit les armées d'Angleterre, de Russie, de Prusse, d'Autriche. Et cette coalition va vaincre l'armée française à la bataille de Waterloo en juin 1815. Cette défaite de Napoléon Ier va conduire à son abdication, à sa démission. Le Premier Empire s'effondre, Napoléon est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Après la chute du Premier Empire, la France fait le choix de remettre en place une monarchie. C'est le début de ce qu'on appelle la Restauration. La Restauration, c'est le retour de la monarchie en France. Cette monarchie va être confiée à Louis XVIII. Louis XVIII, c'est le frère de Louis XVI. Louis XVI est décédé pendant la Révolution, ses enfants sont morts pendant la Révolution, et donc au moment où la Restauration se met en place, eh bien on a repris l'arbre généalogique des Bourbons et on a pris l'aîné de la famille qui était toujours en vie, c'est Louis XVIII. Lorsque Louis XVIII arrive sur le trône en 1814 et après son retour en 1815, il met en place une charte, c'est-à-dire un texte de droit dans lequel il organise le pouvoir qu'il va commander. Cette charte s'inspire des acquis de la Révolution. Louis XVIII met en place un système basé sur les libertés, basé sur l'égalité, basé sur le partage des pouvoirs entre le roi et une assemblée parlementaire, législative. Et puis, cette charte, elle met en place en partie la souveraineté du peuple, puisque le peuple a son mot à dire, il vote pour élire ses députés. Petite parenthèse, il ne s'agit pas encore d'une démocratie, puisque le partage des pouvoirs n'est pas parfait. Louis XVIII a plus de pouvoir que les assemblées, notamment Louis XVIII a le pouvoir de refuser les lois qui sont votées par l'Assemblée. Et puis, la démocratie n'est pas parfaite parce que le suffrage n'est pas universel, tout le monde ne vote pas. À l'époque, ne votent que les personnes les plus riches, les hommes les plus riches. C'est ce qu'on appelle le suffrage censitaire, et ce suffrage censitaire, donc, eh bien, il met de côté les femmes et il met de côté les personnes les plus pauvres. Louis XVIII va régner avec sa charte pendant 10 ans jusqu'à sa mort en 1824. En 1824, à la mort de Louis XVIII, la monarchie continue avec l'arrivée sur le trône de son frère Charles X. Lorsque Charles X arrive au pouvoir, l'une de ses premières décisions, c'est d'organiser son sacre à Reims en 1825. Le sacre, finalement, c'est le moment où un roi voit la couronne posée sur sa tête. C'est une tradition qui remonte à plusieurs siècles, c'est une tradition mise en place par Hugues Capet. Charles X donc devient roi, il est sacré et vous pourrez retenir que ça a à l'époque envoyé un très mauvais signal aux Français qui ont vu dans cette cérémonie du sacre la volonté de Charles X de remettre en place une monarchie absolue. Cette volonté de remettre en place une monarchie absolue, elle va réellement s'affirmer en juillet 1830. En juillet 1830, Charles X rédige une nouvelle loi qu'on appelle les ordonnances. Et dans ces ordonnances, Charles X décide de supprimer les libertés, de renvoyer les députés. Il, finalement, rejette le résultat des élections. On tend vers une monarchie absolue et les Français décident de prendre les armes. Ils n'acceptent pas les décisions de Charles X. Finalement, une révolution éclate à Paris le 27 juillet 1830. Cette révolution va durer 3 jours, 27, 28, 29 juillet 1830. C'est la révolution des Trois Glorieuses qui conduit au renversement de Charles X et à son exil. Le départ de Charles X laisse le trône inoccupé. Les Parisiens vont décider d'offrir le trône à un cousin de Charles X, qui est Louis-Philippe, duc d'Orléans, qui devient roi en 1830. Il devient roi des Français. Charles X était roi de France, Louis-Philippe est roi des Français. Symboliquement, c'est important parce que, en prenant ce titre de roi des Français, Louis-Philippe montre qu'il tient son pouvoir des Français. Il est également surnommé le roi citoyen. Louis-Philippe Ier remet en place la charte de Louis XVIII dans une version améliorée. Les libertés sont renforcées. La séparation des pouvoirs est renforcée également. Le suffrage censitaire est élargi.
Ce pouvoir se rapproche de la démocratie, mais ça n'en est pas encore une. Tout le monde ne vote pas, les pauvres et les femmes sont toujours écartés. Si les libertés sont mises en place, rapidement le régime va tendre vers une limitation de ces libertés, et la séparation des pouvoirs est renforcée, mais le roi a quand même un pouvoir très important. Cette monarchie qui se met en place, cette monarchie de Juillet qui se met en place, subit plusieurs contestations. Tout d'abord, des députés comme Alexandre Ledru-Rollin contestent le suffrage censitaire. Faire voter les riches pour lui n'est pas normal, il faudrait que le pouvoir, le suffrage, soit universel, que tout le monde puisse voter. Les femmes elles-mêmes contestent le fait de ne pas être associées au vote. C'est également une monarchie qui subit des révoltes de la faim, elle subit les révoltes ouvrières, et finalement, Louis-Philippe envoie l'armée, il utilise la force pour mater les révoltes. Là encore, la population voit cela d'un très mauvais œil. Finalement, ça provoque une nouvelle révolution en 1848. En février 1848, Louis-Philippe décide de démissionner et les Parisiens font le choix de remettre en place une république. Et donc, notre deuxième partie va commencer ici. Je vous remets la problématique du cours. Les deux questions sont les suivantes. Quelle est l'évolution politique de la France de 1815 à 1870? Et durant cette période, qui vote? Et donc, dans cette deuxième partie du cours, nous allons aborder la suite de la chronologie, c'est-à-dire ce qui se passe après la Restauration. Après la Restauration, je l'ai dit, c'est la mise en place de la Deuxième République, qui dure de 1848 à 1852, et durant laquelle le droit de vote va être étendu à tous les hommes, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau limité. Qui dit changement de régime politique, dit rédaction d'une nouvelle constitution. La Constitution, je vous rappelle la définition, c'est un texte de loi qui explique comment le pays fonctionne. Si je fais une métaphore, si le pays est un jeu, la Constitution, c'est la règle du jeu. Et donc là, on passe d'une monarchie à une république, on change le fonctionnement du pays, on rédige une nouvelle Constitution. Vous avez sur l'écran la Constitution, ou plutôt un extrait de la Constitution de la Deuxième République mise en place en 1848. Vous avez la possibilité, évidemment, de faire pause pour prendre le temps de lire le document. Si vous devez simplifier ce texte et le résumer, la première chose, tout d'abord, c'est que les députés réaffirment que la France se constitue en république. L'article 1 du préambule, le préambule c'est l'introduction, confirme que la monarchie est supprimée, définitivement d'ailleurs, il n'y aura plus jamais de monarchie en France après cela, et cette monarchie est remplacée par une république. Cette république, c'est l'article 2 du préambule, est basée sur des principes. Cette république se veut démocratique, c'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple, elle se veut une et indivisible, c'est-à-dire que les décisions qui s'appliquent en France s'appliquent pour le territoire tout entier, il n'y a pas d'exception. Aucun Français n'est différent d'un autre, aucun Français n'est traité différemment d'un autre, la loi qui s'applique à tel endroit s'applique partout. Et puis le quatrième point du préambule, cette république s'appuie sur des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Vous remarquez ici la devise de la France qui est écrite dans la loi pour la première fois. Et puis elle a pour base la famille, le travail, la propriété, l'ordre public. Nous allons y revenir un peu plus tard. Et puis après, vous avez les différents articles de la loi qui expliquent comment le pays va fonctionner. La première chose, tout d'abord, l'article 1, on vous dit que la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français. Les termes sont un petit peu compliqués, je les explique. La souveraineté, c'est le pouvoir. Si vous prenez la racine du mot, souveraineté, souverain. Le souverain, c'est le roi. Donc la souveraineté, c'est la place du roi. Il n'y a plus de roi. La loi précise que dorénavant, puisqu'il n'y a plus de roi, la souveraineté appartient aux citoyens français. Dans l'universalité, c'est-à-dire tous les citoyens français. Si on simplifie l'article 1, le pouvoir appartient à tous les citoyens français. L'article 2 précise que dorénavant, pour être arrêté et maintenu en prison, il faut que la loi l'ait prévu. On ne peut plus arrêter quelqu'un de façon arbitraire sans que la justice ait prononcé cette arrestation. L'article 3 prévoit que dorénavant, la demeure, la maison de toute personne vivant en France est inviolable. On ne peut plus vous confisquer, vous voler votre bien. C'est finalement la réaffirmation du droit à la propriété. Ce qui est à vous, personne ne peut vous le prendre. L'article 5 prévoit l'abolition de la peine de mort en matière politique. On ne peut plus condamner quelqu'un à mort parce qu'il est un opposant politique. Par exemple, à l'époque de l'Empire de Napoléon Ier, certains royalistes ont été exécutés, pour le simple motif qu'ils étaient royalistes et qu'ils pouvaient, pourquoi pas, comploter contre le pouvoir. À partir de maintenant, nous sommes dans une république, et si dans cette république il y a des royalistes, ces royalistes n'ont rien à craindre.
ils ne seront pas arrêtés pour le seul motif qu'ils sont royalistes. Donc la peine de mort est abolie en matière politique. Attention, ça n'est pas l'abolition de la peine de mort tout court. Un criminel ayant commis un crime très grave peut être condamné à mort. Mais cette peine de mort ne s'applique plus pour des raisons politiques. L'article 6 est quelque chose que vous connaissez déjà, nous l'avons déjà vu dans le chapitre sur les colonies. L'esclavage est aboli en France en 1848, c'est-à-dire qu'il est supprimé. L'article 7 réaffirme la liberté religieuse. L'article 8 réaffirme la liberté d'association, la liberté de penser, la liberté de la presse. L'article 10 prévoit que tous les citoyens peuvent être admis également à tous les emplois publics. Si on remonte dans le passé, certains emplois n'étaient réservés qu'à une catégorie de la population. L'armée, par exemple, durant l'Ancien Régime, avant la Révolution française, n'était accessible qu'aux nobles. Et bien là, la République explique que tout le monde peut faire le métier qu'il veut. L'article 13 prévoit le droit au travail, l'égalité entre le patron et l'ouvrier. L'objectif, c'est de garantir finalement de meilleures conditions de travail à une époque où l'âge industriel est en plein essor. L'article 13 prévoit au passage que si quelqu'un n'a pas de travail, c'est le rôle de l'État, des départements et des communes de lui en trouver un. L'article 15 prévoit que dorénavant l'impôt est payé en fonction de la fortune. Les gens très riches payent beaucoup d'impôts, les gens qui n'ont pas d'argent en payent peu et ceux qui n'ont rien ne payent rien. L'article 19 explique que dorénavant les pouvoirs sont séparés. Et je vous montrerai après la Constitution et l'organigramme de la République. Et puis l'article 24, le suffrage, est direct et universel, c'est-à-dire que tout le monde peut voter, tous les hommes peuvent voter, et le scrutin, le vote est secret. Ça veut dire qu'on ne sait pas pour qui vous votez, ce qui peut éviter les craintes de représailles. Évidemment, ce texte est un petit peu compliqué, il va falloir retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est tout d'abord que 1. Le suffrage universel masculin est mis en place en 1848. Les Français votent tous. Vous avez ici une gravure à l'écran qui vous montre le Français, c'est un ouvrier. Vu sa tenue, c'est un ouvrier. Il a une chemise un peu débraillée, il a une sorte de tablier, c'est un ouvrier. Et finalement, la gravure vous montre que l'ouvrier, qui s'est révolté pendant des années, abandonne le fusil de la révolte pour privilégier dorénavant le bulletin de vote. Puisqu'il a le droit de voter, c'est la première fois en France que un ouvrier normal, un ouvrier pauvre, peut voter. Le suffrage censitaire disparaît, le suffrage universel le remplace. La deuxième mesure importante de cette République, nous sommes toujours en 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. Définitivement, en France, il n'y aura plus d'esclaves. Vous avez ici une peinture qui vous montre le représentant du gouvernement français, qu'on voit avec son écharpe tricolore nouée autour de la taille. On le reconnaît également parce qu'il a le drapeau français derrière lui. Il vient de proclamer la suppression de l'esclavage. Le décret est dans sa main droite. Ce décret a été signé par Victor Schœlcher, qui à l'époque est sous-secrétaire d'État à la marine et aux colonies. Et vous avez en face de lui les anciens esclaves qui viennent de briser leurs chaînes, qui sont dans les bras les uns des autres tellement la joie les prend. Et vous avez ici les colons, les Français, qui sont dans les colonies d'Afrique, des Caraïbes, qui regardent cette scène. Alors certains ont l'air contents, vous remarquez, ces deux femmes qui prennent dans leurs bras cet esclave à genoux devant elles. Et puis vous avez cet homme ici qui semble un petit peu interdit, qui s'étonne même de ce qui se passe. Bon, tous les Français n'étaient pas favorables à l'abolition de l'esclavage, mais dès lors que c'est inscrit dans la loi, eh bien la question n'est plus à discuter. L'esclavage disparaît en France en 1848. La France est le deuxième pays à le faire après le Royaume-Uni qui l'avait fait en 1832. La troisième mesure importante, c'est la création des ateliers nationaux. La Constitution prévoit qu'un Français qui n'a pas de travail doit en obtenir un de la part de l'État, de la commune ou du département. Vous avez ici une gravure qui vous montre le travail qui a été donné aux habitants d'Orléans par la ville d'Orléans et le département du Loiret. Le travail a consisté à détruire les fortifications d'Orléans en 1848 et donc tous ces hommes que vous voyez sur l'image, ce sont finalement des chômeurs qui n'avaient pas de travail, la ville les a occupés. Finalement, cette république qui se met en place est une république qui est démocratique, tous les Français votent. C'est une république qui est basée sur les libertés. L'abolition de l'esclavage est la preuve de la mise en place de ces libertés pour tout le monde. Et puis, c'est une république qui est sociale parce que le fait de donner du travail à tout le monde, grâce aux ateliers nationaux, eh bien, c'est une mesure sociale pour que chacun ait un salaire et que chacun puisse s'offrir des conditions de vie qui soient adaptées. Finalement, on pourrait penser que cette république est formidable et que tout se passe bien. Mais vous le savez très bien, quand tout se passe bien, il y a souvent un mais.
Et là, en l'occurrence, il y en a même plusieurs. Le 1er mai, tout d'abord, mai, M-A-I-S, évidemment, c'est que rapidement, les ateliers nationaux vont devenir un problème. L'État doit trouver du travail pour les chômeurs qui n'en ont pas. Ce travail est exercé dans les ateliers nationaux, mais ça coûte énormément d'argent. La misère est telle, le chômage est tel qu'il y a beaucoup de gens qui demandent du travail à l'État. Les ateliers nationaux ne manquent pas de personnel, d'ouvriers, et finalement, très rapidement, ça coûte très très cher. Et donc, la République décide de supprimer les ateliers nationaux. Et là, vous avez un texte à l'écran, l'extrait d'un article publié dans le journal Le Populaire en juillet 1848, où on vous dit que ces gens qui se révoltent, pour la plupart, ce sont des ouvriers des ateliers nationaux qui ont vu les ateliers fermés et qui se sont à nouveau retrouvés au chômage. Ce sont des gens, on vous dit, qui ont été égarés par le manque de travail, ce sont des gens qui sont victimes de la famine, et dans ces cas-là, eh bien comme d'habitude, ces gens prennent les armes, parfois les armes qu'ils trouvent, ça peut être les pavés des rues, et ils décident de se révolter. Le gouvernement envoie l'armée, et vous avez le résultat sur la peinture qui est à droite, une peinture qui s'intitule la barricade. La barricade, c'est lorsque vous barrez une rue avec tout ce que vous pouvez trouver, du mobilier urbain, des pavés, des charrettes, etc., etc. Et là, l'armée a fait feu. Ces gens qui manifestaient leur mécontentement sont morts. Évidemment, ça crée un malaise énorme. Cette république avait promis de ne plus utiliser la violence et d'offrir des conditions de vie correctes à tout le monde. Eh bien, la promesse, là, n'a pas été tenue. La deuxième limite, c'est le droit de vote. La République a mis en place le suffrage universel masculin. La question c'est, quelle est la place des femmes? Eh bien, les femmes n'ont pas de place là-dedans. Vous avez ici à nouveau un article de journal rédigé par un homme qui s'appelle Proudhon, qui est un journaliste, qui possède un journal qui s'appelle Le Peuple, et en avril 49, Proudhon se fait le porte-parole de la majorité des Français et il explique ce qu'il pense du droit de vote des femmes. Bon, si je simplifie le texte, et vous avez le temps de faire pause pour le lire, ce que dit Proudhon, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser passer l'envie des femmes de voter. Il ne faut pas autoriser les femmes à voter. Proudhon donne des arguments qui sont très discutables. Il explique que les hommes ne sont pas l'égal des femmes, que les femmes sont inférieures aux hommes et que c'est la nature des choses. Et que si l'homme doit s'occuper de politique en votant, eh bien la femme, son sanctuaire, le lieu où elle doit être, c'est chez elle, pour s'occuper du ménage et de la famille. Ça vous donne un petit peu l'ambiance de l'époque, la femme est finalement inférieure à l'homme, et pour beaucoup d'hommes, il n'est absolument pas question de donner le droit de vote aux femmes. Le suffrage est universel, mais c'est un suffrage universel masculin. Les femmes, évidemment, manifestent leur mécontentement par la voix de personnalités comme George Sand, qui est un auteur à l'époque très connu, et puis parfois les femmes créent des journaux, comme La Voix des femmes, et puis elles manifestent leur mécontentement. Les femmes sont mises à l'écart d'un suffrage universel masculin qui très rapidement va se retrouver limité. Très rapidement, certains hommes politiques vont commencer à contester le suffrage universel masculin, avec un argument simple, c'est qu'en faisant voter tous les hommes, on fait voter des gens qui ne sont pas instruits, qui potentiellement pourraient mal voter, d'après ces hommes politiques, et finalement, certains proposent de limiter le droit de vote. C'est notamment le cas d'Adolphe Thiers, qui est député à l'Assemblée nationale. Adolphe Thiers, en fait, explique que si on fait voter tout le monde, eh bien, on risque des problèmes. Et donc, Thiers propose une loi qui va être votée. C'est une loi qui dit que dorénavant, pour voter en France, il faut avoir résidé au moins 3 ans au même endroit, dans la même commune. En fait, pour voter en France, il faudra dorénavant être sédentaire et ne plus se déplacer. Alors aujourd'hui, la majorité des Français sont sédentaires, vivent au même endroit et n'en bougent plus. Mais à l'époque, ça n'est pas le cas. La majorité des paysans sont une main-d'œuvre qui change de région en fonction des saisons pour les récoltes, et certains ouvriers changent également d'endroit pour trouver du travail. Et donc, ces gens qui déménagent en cours d'année ne peuvent plus voter parce qu'ils ont changé de domicile, et la loi, dorénavant, leur supprime leur droit de vote. Nous sommes en 1850, le suffrage universel devient un suffrage limité aux personnes qui vivent au même endroit. La plupart des gens qui perdent le droit de vote, parce qu'ils doivent changer de domicile, ce sont des ouvriers agricoles et des ouvriers dans les usines. Finalement, ce sont souvent les gens les plus pauvres. On tend de plus en plus vers le retour d'un suffrage censitaire.
Cette république, elle pourrait paraître parfaitement démocratique parce que finalement, le suffrage universel masculin a été mis en place, et puis les pouvoirs sont séparés. D'un côté, le pouvoir exécutif, c'est le président et ses ministres qui sont là pour appliquer les lois, et de l'autre, le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire les lois. Ces lois sont faites par l'Assemblée nationale. Dans la forme, tout ceci a l'air finalement bien ficelé et bien organisé. Mais il y a rapidement des limites. La première limite, on l'a vu juste avant, c'est que le suffrage universel masculin va très rapidement être limité aux personnes qui ont un domicile fixe, et les personnes qui ont un domicile fixe, pour la plupart, ce sont des gens riches, les ouvriers, les paysans sont mis à l'écart. La deuxième limite, c'est la question de la responsabilité. Qui contrôle l'Assemblée? Qui contrôle les ministres? Et finalement, un point d'interrogation est posé. Si l'Assemblée fait une loi qui n'est pas bonne, qui peut l'en empêcher? Si le président prend une décision qui n'est pas bonne, qui peut l'en empêcher? Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est un dysfonctionnement de la République. Et puis surtout, cette République, elle va dysfonctionner au vu des résultats aux élections. Les Français vont voter à plusieurs reprises. Ils vont élire un président de la République en 1848 et ils vont réélire une nouvelle assemblée en 1849. En 1848, vous avez plusieurs candidats à l'élection présidentielle, notamment un républicain qui s'appelle Cavaignac, et vous avez un autre candidat qui est Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un petit-neveu de Napoléon Ier. Et vous l'avez sur l'écran, à la surprise générale, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui est élu président de la République. Il recueille près de 5,4 millions des voix, c'est-à-dire 75% des voix. Il prend le poste de président de la République, il est le premier président de la République française, il est élu pour 4 ans, il n'est pas rééligible, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se représenter 4 ans plus tard, et s'il a été élu, c'est parce qu'il a eu le soutien des monarchistes. Et puis en 1849, il y a de nouvelles élections pour élire les députés de l'Assemblée nationale, et vous avez 3 partis qui ont été élus. Le parti de l'ordre, ce sont des royalistes, des monarchistes, les républicains modérés et des socialistes. En fait, si vous observez attentivement la Constitution, bien finalement on voit 2 choses. C'est que la présidence est aux mains d'un bonapartiste élu grâce à des royalistes, et l'Assemblée est majoritairement constituée de royalistes. En fait, nous avons une république dirigée par un bonapartiste qui souhaite remettre en place un empire, et par des royalistes qui souhaitent remettre en place un roi sur le trône de France. En fait, nous avons une république dirigée par des gens qui ne sont pas des républicains. Nous avons une république dirigée par des gens qui sont là pour détruire la République. Alors tout cela s'est fait démocratiquement, il n'y a pas eu de triche, et finalement les Français ont voté pour Louis-Napoléon Bonaparte parce que son nom était connu, et les Français avaient un bon souvenir de Napoléon Ier finalement, et puis les Français ont voté pour des royalistes, les républicains ont été mis en minorité. Dans cette république qui est aux mains des royalistes, très rapidement les libertés vont être limitées. Ça va être le retour d'un pouvoir autoritaire dans lequel le président a beaucoup plus de pouvoir que la normale. Ces libertés vont être supprimées, notamment la liberté de la presse, parce que autant les députés royalistes du Parti de l'Ordre et autant Louis-Napoléon Bonaparte vont chercher à faire taire l'opposition républicaine. Rapidement, Louis-Napoléon Bonaparte va être confronté à un problème. Il est très populaire auprès des Français. Il a d'ailleurs fait une tournée dans toute la France et à chaque fois il a été acclamé par les Français qui sont venus à sa rencontre. Mais il est confronté à une difficulté, c'est qu'il a été élu pour 4 ans. Et en 1851, il ne lui reste plus qu'1 an au pouvoir, et Louis-Napoléon Bonaparte aimerait bien pouvoir continuer un nouveau mandat. Les députés refusent, Louis-Napoléon Bonaparte décide de prendre les choses en main, et il publie une déclaration. Cette déclaration, ce décret du président, cette loi du président, vous l'avez ici sur l'écran. Cette déclaration, elle est publiée le 2 décembre 1851. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 2 décembre, c'est la date du sacre de Napoléon Ier en 1804, et c'est la date de la victoire d'Austerlitz en 1805. Et donc ça rappelle de bons souvenirs aux Français. Cette déclaration, elle est assez simple. La première chose tout d'abord, c'est que l'Assemblée est dissoute. Ça veut dire que les députés sont renvoyés. Le président Louis-Napoléon Bonaparte se débarrasse des députés. Ces députés d'ailleurs sont, pour certains, arrêtés. Les députés républicains sont mis en prison. Seuls quelques-uns vont réussir à s'enfuir. C'est le cas de Victor Hugo ou de Victor Schœlcher qui vont prendre la fuite. La deuxième chose, Louis-Napoléon Bonaparte remet en place le suffrage universel. Les limites qui avaient été imposées précédemment sont supprimées. Dorénavant, à nouveau, tout le monde vote.
le peuple est appelé à revoter prochainement, et surtout, Louis-Napoléon Bonaparte met en place l'état de siège autour de la première division militaire, c'est-à-dire autour de Paris. En mettant l'armée autour de Paris, ça évite que les Parisiens se révoltent. Cette déclaration est signée par le président, elle est signée par le ministre de l'Intérieur de Morny, qui est le demi-frère de Louis-Napoléon Bonaparte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette déclaration, Louis-Napoléon Bonaparte, finalement, s'est débarrassé de ses opposants politiques, il confisque le pouvoir, c'est un coup d'État. Alors Louis-Napoléon Bonaparte cherche quand même la légitimité. Il ne peut pas prendre le pouvoir par la force sans risquer une révolution, et donc il décide de consulter les Français. Il organise ce qu'on appelle un plébiscite. Un plébiscite, c'est un référendum, c'est-à-dire une question à laquelle les Français vont répondre par oui ou par non. La question, elle est simple. Est-ce que le peuple veut, oui ou non, le retour de l'Empire? Et est-ce que le peuple veut, oui ou non, que Louis-Napoléon Bonaparte devienne empereur des Français? Les Français vont répondre oui. Vous avez les résultats juste en dessous. 7,8 millions de oui, seulement 250 000 bulletins non, et 63 000 bulletins nuls, c'est-à-dire des bulletins qui ne sont pas valables. Finalement, les Français vont accepter le retour de l'Empire, les Français acceptent le coup d'État, les Français acceptent que Louis-Napoléon Bonaparte devienne empereur des Français. Le 2 décembre 1852, toujours cette date du 2 décembre symbolique, 4 ans après le début de la République, eh bien cette République est supprimée, elle est remplacée par le Second Empire, et le président de la République que vous avez là, Louis-Napoléon Bonaparte, devient Napoléon III. La République disparaît, c'est le retour de l'Empire en France. Bon, qu'est-ce qu'il va falloir retenir de cette période? La première chose, tout d'abord, c'est une date, 1848. La Deuxième République est proclamée en 1848. La deuxième chose que vous allez retenir, ce sont les caractéristiques de cette République. Elle est démocratique et elle est sociale. Elle est démocratique parce que, tout d'abord, c'est une république, c'est-à-dire un système politique qui est dirigé par des gens élus par le peuple, à l'inverse de la monarchie, dirigée par quelqu'un qui est au pouvoir de façon héréditaire. Elle est démocratique parce qu'elle se base sur les libertés, sur l'égalité et la fraternité. Vous retrouvez ici la devise de la France. Elle est démocratique parce qu'elle se base sur la souveraineté du peuple. La souveraineté, c'est le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce grâce au suffrage universel. Les femmes, il faut bien le préciser, sont à nouveau exclues de la vie politique. Elle est démocratique parce qu'un opposant politique ne risque plus sa vie s'il n'est pas d'accord avec le pouvoir en place. Les pouvoirs sont séparés entre un président qui possède le pouvoir exécutif et une assemblée qui possède le pouvoir législatif, et le vote est secret, ce qui évite la crainte des représailles. Et puis elle est sociale, puisque les Français sont égaux face à la loi, elle est la même pour tous, ils peuvent tous accéder aux emplois publics, ils payent tous des impôts qui sont proportionnels à leur fortune. Ils ont le droit à la propriété, l'esclavage a été aboli, les libertés sont mises en place, le droit au travail est garanti par l'État. Cette trace écrite, vous devez la noter dans votre cahier, évidemment, vous avez la possibilité de faire pause, prenez votre temps. Cette Deuxième République, qui est démocratique et sociale, elle apparaît finalement comme un régime formidable. Mais, il y a des mais. Le premier mais, tout d'abord, c'est que très rapidement, les ateliers nationaux, qui avaient été ouverts pour donner du travail aux chômeurs, sont fermés. Cela provoque une vague de révolte de la part d'ouvriers à qui on avait promis du travail, à qui on en a donné pendant quelques semaines, et qui finalement se sont retrouvés à nouveau à la rue. Ces gens descendent dans la rue, c'est le cas de le dire, et manifestent leur mécontentement. Cette vague de révolte est sévèrement réprimée par l'armée. La deuxième chose, c'est que aux élections, ce sont les monarchistes qui remportent la majorité des voix à l'Assemblée, et quelques mois plus tard, on a le président élu, qui est Louis-Napoléon Bonaparte, qui est également soutenu par les royalistes. En fait, ce que vous allez retenir, c'est ça qui est important, c'est que cette république est dirigée par des partisans, des gens qui sont pour le retour d'un roi. Cette république est dirigée par des gens qui ne veulent plus de la république. Pour se maintenir au pouvoir, les royalistes vont prendre la décision de modifier la loi électorale. En fait, les royalistes se méfient du peuple, qui pourrait très bien changer d'avis et aux élections suivantes élire quelqu'un d'autre. Et donc la loi électorale est modifiée en 1850. Le suffrage qui était universel ne l'est plus, puisque dorénavant ne peuvent voter que les citoyens qui sont domiciliés au moins 3 ans au même endroit. Ça élimine les agriculteurs et les ouvriers itinérants, c'est-à-dire les agriculteurs et les ouvriers qui se déplacent pour travailler. Après avoir été universel, le suffrage masculin est une nouvelle fois limité. Et puis finalement, le coup de grâce,
va être porté par le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Il arrive à la fin de son mandat de 4 ans en 1851. Il veut se maintenir au pouvoir. Il fait un coup d'État. Il supprime l'Assemblée. Ce coup d'État a lieu le 2 décembre 1851. La date est choisie en hommage au sacre de Napoléon Ier le 2 décembre 1804. Louis-Napoléon Bonaparte remet en place le suffrage universel masculin afin de demander leur avis aux Français. Les Français acceptent le coup d'État par référendum le 2 décembre 1852. Et finalement, avec ce coup d'État, eh bien, la Deuxième République est supprimée. Elle n'avait que 4 ans et elle est remplacée par le Second Empire. Et donc, l'histoire du Second Empire, c'est une autre histoire que nous aborderons dans une 3e vidéo. À bientôt.